Ligne droite. Le grand réveil. Le grand réveil ce matin avec notre premier invité, le député européen du Rassemblement national, Philippe Ollivier. Bonjour Philippe Ollivier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous propose de commencer cet entretien avec cette nouvelle qui a surpris tout le monde hier, la démission de Thierry Breton de son mandat de commissaire européen. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et comment l'expliquez-vous surtout Philippe Ollivier ? Écoutez, pour tout vous dire, on s'en fiche un peu parce que ce sont des tambouilles un petit peu qui précèdent les nominations de commissaires. Par contre, c'est très intéressant à analyser. En réalité, c'est plus la France qui choisit son commissaire, c'est Madame von der Leyen. Thierry Breton avait été un commissaire assez pâle. Il s'était simplement illustré dans des attaques contre la liberté d'expression, ce qui n'était pas très glorieux. Là, il passe à la trappe. En réalité, il s'agit de replacer M. Séjourné. Donc, on voit bien que la Macronie, qui est agonisante, essaye de sauver les siens. Tout ça est finalement assez pathétique. Alors Stéphane Séjourné effectivement est pressenti pour succéder à Thierry Breton. Julien Aubert a d'ailleurs réagi sans nuance en écrivant sur son compte X, pour ne citer que lui, plus vous êtes incompétent, plus on vous promeut pour se débarrasser de vous. À ce train-là, M. Séjourné finira secrétaire général de l'ONU. Une ironie lourde de sens. C'est aussi ce que vous pensez, Philippe Ollivier ? Oui, mais derrière tout ça, c'est assez grave. En réalité, à partir du moment d'abord où c'est Mme von der Leyen qui choisit les commissaires, ben, ça dit beaucoup de la soumission de la France. Et à partir du moment où on envoie des gens, on va le dire, notoirement incompétents, parce que ce sont des amis du pouvoir, eh bien, on n'envoie pas de fortes personnalités. Donc, on ne voit pas comment nos intérêts pourraient être défendus dans ces conditions. Je crois qu'il y a là à la fois une leçon à tirer et en même temps peut-être quelques inquiétudes à nourrir. Qui aurait-il fallu envoyer idéalement, Philippe Ollivier ? Je crois qu'il faut envoyer d'abord quelqu'un qui a une vraie personnalité, qui est capable de se démarquer, de dire non à la Commission pour infléchir les positions qui peuvent être négatives pour nous. Et puis, il faut surtout quelqu'un qui ait le sens de l'intérêt national, c'est-à-dire quelqu'un qui est mu par l'idée que chaque décision qui est prise peut peser sur notre économie, notre système social, ou nos intérêts stratégiques ou diplomatiques. Or là, c'est pas du tout ce qu'on a comme profil. On a quelqu'un qui est un macroniste parfaitement soumis, et on le voit dans sa nomination, à la Commission. Thierry Breton, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé dans le cadre de vos mandats ? Non, on l'a croisé dans l'ascenseur. Ceux qui sont en commission l'ont auditionné. En fait, Ouais. je vous l'ai dit, il était assez palichon. En réalité, l'Union européenne, à partir du moment où il n'y a pas de vraie personnalité, ou alors les gens sont tellement européistes que finalement ils s'effacent, c'est une grande machine à laver. Et donc, M. Breton est sorti essoré après la phase. Bon, c'est une bonne image. Qui a vu la fin de son mandat. Philippe Ollivier, vous avez fait votre rentrée parlementaire, vous aussi. Le Rassemblement national sera-t-il en bonne place dans les différentes commissions, puisqu'on en parle, ou est-ce qu'à l'instar, par exemple, de l'Assemblée nationale, il sera pas mis au banc, mais enfin un petit peu écarté quand même de certaines commissions ? Comment ça se joue actuellement au Parlement européen ? Non, c'est très clair, on est dans toutes les commissions. D'abord parce que on est très important. Je vous rappelle quand même qu'on a plus de 30 élus, on est donc la première délégation, c'est-à-dire le premier parti de tous les pays d'Europe. Ensuite, on siège dans le groupe qui s'appelle les Patriotes pour l'Europe, qui est le troisième groupe politique en nombre. Donc, c'est donc très important. Et donc, on est dans toutes les commissions. Maintenant, l'Union européenne, qui se targue d'être démocratique, devrait appliquer ce qu'elle appelle la règle d'Hondt. La règle d'Hondt, c'est que, eh bien, en fonction de votre représentation, vous avez droit à un certain nombre de postes, de vice-présidents, etc. Et là, nous sommes totalement éliminés de ce partage. Et donc, nous n'avons aucune présidence de commission, aucune vice-présidence, etc., etc. Mais ça ne nous émeut pas. Nous sommes des dissidents, des opposants, et nous combattons, et peu importe on ne nous déroule pas le tapis rouge. Et pour vous, personnellement, Philippe Ollivier, quels seront les grands chantiers de ce nouveau mandat ? On connaît les grandes lignes qui vont rythmer ce mandat, mais vous particulièrement ? Alors, moi, je suis membre de la commission transport et tourisme, et donc là, il y a énormément à faire, hein, on le sait, en matière de transport, parce que
il y a un certain nombre de dérives, de priorités qui sont soumises à l'écologie punitive et à une vision décroissantiste. Donc il faudra évidemment que j'intervienne là-dessus en commission, hein, pour défendre les routiers français, pour défendre le fret, parce que l'Union européenne essaye de démanteler l'entreprise qui existe. Bon, et donc il y a vraiment des sujets. Et puis il y a le tourisme. Le tourisme, c'est 8% du PIB de la France. Et donc, il faut vendre la destination Europe. Alors, il y a peu de domaines où on peut avoir des synergies très intéressantes, mais ou transnationales. Là, c'est typiquement le cas. Mais les grands dossiers, hein, on les connaît. Hein, c'est évidemment le pacte d'immigration, avec une contestation qui vient de certains pays. Hein, Ouais. alors, il y a l'Italie, un petit peu, et puis maintenant beaucoup la Hollande. Et puis, il y a malgré le rapport Draghi, hein, qui nous parlait de croissance, il y a quand même toujours cette logique de décroissance qui pèse sur l'ensemble des décisions, hein, qu'elles soient énergétiques, industrielles, agricoles ou en matière d'élevage. Et là, c'est un véritable chantier. J'ajoute qu'en matière agricole, le Mercosur est relancé. Et donc, Oui. c'est un désastre pour pour les agriculteurs français. Donc, vous voyez, nous avons pas mal de chantiers sur lesquels il faudra s'activer. Justement, sur le Mercosur, est-ce que vous pensez que l'Europe va reculer sur ces accords? Est-ce que c'est possible? Non, l'Europe, elle a un logiciel qu'elle ne peut pas changer. Ok. Ils sont comme ça. On peut Mm. penser qu'il y a eu des décisions électorales claires, eh bien, que l'Union européenne va essayer d'en tenir compte. Eh bien, pas du tout. L'Union européenne suit sa route quoi qu'il arrive. Mm. Et le Mercosur s'était inscrit. Alors, M. Macron a fait croire qu'il allait demander l'abandon. En réalité, les négociations se sont continuées. Et l'idée, c'est l'Europe est allemande, et en fait, l'Allemagne veut vendre à la fois ses machines-outils et ses grosses voitures. Et la variable d'ajustement du libre-échangisme européen, c'est l'agriculture française. Et donc, invariablement, ils vont aller vers la signature de ce type d'accord. Hein. Il y en a Mm. déjà une quarantaine comme ça. Et à 10 000 tonnes par-ci, 10 000 tonnes par-là, on arrive à des importations absolument considérables qui sont très préjudiciables pour nos agriculteurs. Mm. Alors vous venez de parler de l'Allemagne, justement, l'Allemagne s'illustre en ce moment puisqu'ils ont établi la double frontière depuis hier, voulue par le chancelier socialiste, une mesure exceptionnelle tolérée par le code Schengen. Mais qu'est-ce que ça dit de l'Union européenne? Est-ce que ça ouvre des perspectives d'ailleurs pour d'autres États européens? Quelle a été la réaction à l'échelle européenne d'ailleurs? Alors, pour l'instant, c'est un grand silence. Tout le monde regarde ses pieds en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? La première des choses, c'est qu'on voit d'abord que c'est possible. Quand on a envie de faire la double frontière, Jordan Bardella l'avait demandé, Mm. eh bien, c'est juridiquement et politiquement possible. Nos dirigeants ne le font pas, alors même on est victime d'une submersion démographique. En ce qui concerne la leçon politique, c'est que le gouvernement allemand agit parce que l'AfD est en forte hausse et que l'on voit que quand on vote, eh bien, ça finit par marquer les esprits au plus haut sommet des États. Donc je pense qu'il faut pousser en mêlée, il faut continuer avec des votes extrêmement clairs à faire passer des messages politiques et puis essayer d'obtenir tout ce qu'on peut. Nous, vous l'avez vu, hein, Mm. en ce qui concerne le gouvernement français, on met dans la corbeille, on met sur la table la question de l'immigration, de l'insécurité et du pouvoir d'achat pour le maintien du gouvernement en place. Donc on utilise toutes les armes politiques à notre disposition et institutionnelles à notre disposition pour faire avancer les idées sur lesquelles nous avons été élus. Alors justement, à la veille de la nomination du gouvernement de Michel Barnier, quelles sont les attentes et les exigences du Rassemblement national? On en a entendu évoquer certaines. Si vous deviez les redéfinir ce matin. Alors, je vous dirais, hein, si je voulais le redéfinir d'une formule, c'est le respect de nos électeurs. Respect par courtoisie, hein, républicaine, donc la prise en compte d'un électorat qui s'est exprimé, réexprimé, et qui s'exprime depuis en réalité 40 ou 50 ans, mais qui est totalement ostracisé. Et la deuxième chose, ce sont les priorités politiques qui sont les nôtres. J'ajoute qu'il y a en fond de décor, évidemment, la texture des nominations.
si on nous présente Dupond-Moretti ou Darmanin, Ouais. il y aura vraisemblablement un problème. Donc il faut que ce gouvernement tienne compte du message qui a été passé par les électeurs, hein, qui est un message extrêmement fort de rupture avec le macronisme. Donc on ne veut pas revoir le macronisme qui a été chassé par la porte électorale, revenir par la fenêtre gouvernementale. Mais en même temps, Philippe Ollivier, si j'ai bien compris, le Rassemblement national ne veut pas figurer dans ce gouvernement, c'est bien ça? Non, ben non, on n'a aucune raison de figurer dans un Ouais. gouvernement Barnier. Je rappelle que M. Barnier est quand même un européiste euh, farouche, hein, Ouais. déterminé, Mm. que par ailleurs il a des positions qui sont quand même un peu fluctuantes. Un jour il est contre l'immigration, un autre jour il est pour, et que enfin ça a toujours été malgré tout un adversaire politique. Alors nous, on ne cherche pas le chaos pour notre pays. On pense que cette situation ne peut pas durer, hein. Les partis politiques se sont entendus pour créer un monstre. Eh bien, il faut gérer ce monstre-là. Alors nous, on essaye évidemment d'avancer nos pions, mais on a l'idée aussi de ne pas provoquer le chaos en France. Mm. Cela dit, dans un an, dès que les institutions ouvriront le droit à une nouvelle dissolution, je pense qu'il faudra procéder à une dissolution parce que un grand pays comme la France ne peut pas rester, ne serait-ce que vis-à-vis de l'Europe, avec un gouvernement dont on voit qu'il est déjà bancal. Alors, semer le chaos, ça, c'est une marque de fabrique de la France insoumise. Surtout, on parlera, si vous voulez bien, juste un instant de la fête de l'humanité dans un petit instant. Pour revenir à cette séquence politique, à ce déni de démocratie, on l'a beaucoup entendu, la gauche a surréagi, a beaucoup réagi durant cette séquence. Avez-vous le sentiment que le Rassemblement national a suffisamment réagi de son côté? On l'a peut-être un tout petit peu moins entendu ou entendu différemment. Est-ce qu'on l'attendait pas davantage, justement, dans cette séquence? Vous savez, c'est pas la peine de danser sur la table, hein. Quand on fait de la politique, il faut être réaliste. Rappelez-vous, en 2017, on avait quelques députés et on nous disait mais on vous entend pas. Alors il y avait la France insoumise qui sortait ses paquets de pâtes à l'Assemblée nationale. On Hum, avait Ruffin qui arrivait en tenue de football et on disait regardez, c'est vraiment l'opposition. Et nous on a travaillé. Résultat, on a eu 89 députés, puis maintenant 144. Donc on voit bien que l'attitude que nous avons, qui est une attitude d'opposition très résolue, hein, mais très responsable, très respectueuse des institutions, est bien comprise par l'électorat. C'est la ligne qu'on avait fixée en 2017, c'est celle qu'on suit aujourd'hui. Il n'y a donc rien de nouveau. Mais on ne sortira pas de cela. Pendant toutes les vacances, on nous a expliqué le Rassemblement national, c'est la gauche qui a la main, etc. Et puis, dès que la rentrée est arrivée, on s'est rendu compte que c'est nous qui avions la main. Alors, on n'a pas complètement la main, mais on a quand même une force qui permet d'influer, je pense, hum, efficacement, et nous avons utilisé ce levier. hum. Alors parmi les autres grands thèmes de ce mandat qui intéresse en tout cas le précédent, c'est l'entrée probable de l'Ukraine dans l'Union européenne. Pourquoi pas dans l'OTAN? Comment vous positionnez-vous par rapport à ça au Rassemblement national? On est tout à fait opposé à ça parce que ce serait une catastrophe à commencer par nos agriculteurs, hein, pour notre pays, pour nos intérêts, mais surtout pour nos agriculteurs. L'Ukraine est une puissance agricole absolument immense, hein. Ça voudrait dire que, alors déjà, il y a eu un certain nombre de clauses extrêmement favorables qui ont fait que le marché français, par exemple, du poulet, a été euh, littéralement submergé par des produits à très bas coût et peut-être à très basse qualité de l'Ukraine. Mais si l'Ukraine devait rentrer, ça voudrait dire que toute la PAC, tout le montant de la PAC irait à l'Ukraine, puisque c'est considéré comme un pays pauvre, Hum, et nous serions, nous, privés de la PAC. À moins que il faille rajouter au pot pour la PAC, mais qui est-ce qui rajoute? Ce sont les contributeurs nets, les pays contributeurs nets, c'est-à-dire la France. Donc cette affaire-là d'entrée de l'Ukraine dans l'UE serait en tout état de cause extrêmement coûteuse, excessivement coûteuse pour qu'on y soit favorable. Est-ce que vous savez déjà comment se positionne à peu près le Parlement européen sur cette question? S'il y a une majorité pour, contre? Les européistes, si vous voulez, l'Union européenne est un empire. Et la caractéristique de l'empire, c'est il ne veut jamais cesser de s'agrandir. Et donc, pour eux, chaque pays nouveau, alors généralement, on va les acheter, on leur donne des subventions et ils viennent, et puis après, on les soumet. Alors, ça coûte extrêmement cher, c'est nous qui payons, mais donc on étend
on étend l'Union européenne en permanence, et puis quand il n'y a pas de continuité territoriale, on passe des accords de libre-échange qui permettent d'étendre le marché. Et cette vision-là, elle est partagée par tous les européistes. Et nous sommes environ 200 nationaux, hein, si on prend tous les groupes. Ça ne suffit pas à empêcher cela. Alors maintenant, on verra un petit peu quelle est l'attitude du PPE. Ils sont à peu près 190. Donc si vous faites le compte, on est à peu près à 400 personnes qui pourraient être raisonnables, mais il y a beaucoup, beaucoup d'européistes au PPE. Il n'y a pas que des... Alors, il y a quelques souverainistes, hein, malgré tout, mais je pense pas suffisamment pour empêcher cette vision d'un élargissement incessant. Mais sur d'autres sujets, que ce soit l'immigration ou l'écologie punitive, on trouvera peut-être des majorités qui empêcheront un certain nombre d'excès. Philippe Ollivier, il nous reste 2 petites minutes. Je voulais vous entendre sur 2 derniers sujets. Alors la fête de l'UMA, je vous l'ai dit, mais ça je le garde pour la fin. Jordan Bardella veut rétablir les peines planchées. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ce sujet ? Oui, c'est une mesure à la fois symbolique parce que ça dit beaucoup de la volonté de l'État de reprendre les choses en main, et puis ça inscrit une action politique dans une vision, disons le mot, répressive, parce que il est temps de siffler la fin de la récréation en ce qui concerne la délinquance. Dernière question donc sur cette fête de l'humanité qui a beaucoup fait parler ce week-end. On a vu François Ruffin hué, on a entendu des slogans dits antifascistes envoyés par le député, c'est terrible de dire ça, le député Raphaël Arnaud. À quoi a-t-on assisté ce week-end, s'il fallait poser un mot là-dessus ? C'était la fête du parti unique, parce qu'on y a vu aussi M. de Villepin, etc., un certain nombre de M. Jeanbrun, etc., un certain nombre de LR, tout le monde s'y est pressé, comme s'il fallait avoir l'adoubement de la gauche, et on le voit, une gauche qui est en réalité prise en otage par les éléments les plus extrémistes, y compris les fichés S, y compris les chefs de milices violentes, hein, de violences de rue. Donc on voit bien que cette fête de l'UMA, qui regroupait encore une fois le parti unique, montrait le visage du sectarisme et parfois d'une certaine violence, en tout cas d'une violence de parole. Écoutez, merci beaucoup Philippe Ollivier. Je rappelle que vous êtes député européen du Rassemblement national et conseiller spécial de Marine Le Pen. Merci d'avoir accepté cette invitation très matinale et à très bientôt dans notre émission. Merci infiniment.